Wat is de regelgeving, de belangrijke réglementaire kaders? Et puis alors aussi, quels sont les acteurs de la gestion des ressources humaines? Nous allons parler de gestion des ressources humaines. Il s'agit d'une responsabilité partagée dans laquelle, bien évidemment, vous avez un rôle extrêmement important à jouer. Et puis enfin, nous aborderons un certain nombre d'enjeux. Alors, c'est une matière extrêmement vaste. Nous allons échanger pendant une petite heure. Nous n'allons pas couvrir l'ensemble des dimensions de la problématique, mais nous avons retenu un certain nombre de thèmes, de problématiques que nous souhaiterions partager avec vous. Alors, quand je dis « nous », voilà, je vous présente ceux qui ont des connaissances et déjà une expérience de longue date dans les pouvoirs locaux du côté de l'administration. Dirk Leonard, hij is stadssecretaris van stad Brussel. Grégory Jacques, secrétaire général du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert, et Sylvie Duhé, qui est la directrice des ressources humaines de l'administration communale à Uccle. Et puis moi-même, je m'appelle Anne Leenaerts, je suis professeure à l'ULB, professeure de GRH public à l'ULB, également responsable de l'INEMAP, qui est un institut qui forme les fonctionnaires à divers niveaux institutionnels. Mais je suis très heureuse d'être devant vous parce que j'ai une affection particulière pour les pouvoirs locaux bruxellois. Alors pourquoi? Tout simplement parce que cela fait, bon, j'ose le dire quand même, à peu près 35 ans que j'accompagne les agents et les responsables des communes et des CPS en région bruxelloise. Cela depuis 1990, que nous avons l'occasion de former, je pense, quelques milliers quand même, d'agents et de responsables de vos communes et de vos CPAS. Alors, justement, ceci me permet peut-être de faire un petit brin d'historique et de poser la question, d'où venons-nous? Waar komen we vandaan? 35 jaar, ja, dat is ongeveer 3 decennia. 3 decennia ook van personeelsreglementering. Nous venons d'où? Nous venons, eh bien, quand je suis arrivée en 1990, aux affaires, comme on dit, toujours à l'ULB, hein, du côté des universités, eh bien, les administrations locales, bon, elles n'étaient pas au Moyen-Âge, hein, je ne dirais pas ça, mais enfin, la GRH, on n'en parlait pas. On parlait d'administration du personnel, on parlait de la paye, on parlait de la rémunération. Et aujourd'hui, nous avons une véritable gestion des ressources humaines. Beaucoup de choses se sont passées en 3 décennies. Alors, si on ressort l'horloge à remonter le temps, il y a un moment clé qui est le 28 avril 1994, il y a 30 ans, marqué par la signature d'un protocole d'accord, la charte sociale, het Sociaal Handvest. C'était la première tentative d'harmonisation du statut administratif et de la révision générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la région de Bruxelles-Capitale. Mais la charte sociale, vous en avez entendu parler, certainement, on en parle encore aujourd'hui. Théoriquement, elle n'existe plus, mais elle est encore très fort ancrée dans la culture des pouvoirs locaux. Cette charte sociale, à l'époque, était une circulaire, un omzendbrief, zonder réglementaire kracht. Il n'y avait pas de force réglementaire à la charte sociale, tout simplement parce que, à l'époque, la région n'avait pas le pouvoir de légiférer en matière de pouvoirs locaux. La 5e réforme de l'État n'était pas encore passée par là, elle arrivait au début des années 2000. Donc cette circulaire était évidemment
négocié. D'ailleurs, je me souviens des négociations qui ont pris beaucoup de temps, c'était des années de négociations. Et un certain nombre de lignes de force ont permis d'introduire déjà, à cette époque-là, les prémices, les fondements de ce qui allait devenir la gestion, la nouvelle gestion des ressources humaines de nos pouvoirs locaux. Tout d'abord, le cadre du personnel. À l'époque, il y avait plus d'1 millier de grades différents et les communes et les CPAS étaient invités à revoir le cadre de leur personnel, accompagné de descriptions de fonctions. On s'imagine que les descriptions de fonctions, c'est récent. Non, les descriptions de fonctions sont déjà dans les textes depuis une trentaine d'années. Le cadre du personnel revu en plusieurs niveaux, avec une nouvelle structure hiérarchique. Il y avait à l'époque 4 niveaux, 1, 2, 3, 4. On a rajouté un 5e niveau. Et surtout, au sein de chacun des niveaux, on a distingué le personnel d'exécution et le personnel d'encadrement. Le concept même de personnel d'encadrement est devenu essentiel, accompagné de nouvelles échelles barémiques permettant de valoriser ce rôle important de responsable. Autre ligne de force importante, 2 leviers importants, 2 hefbomen, vorming enerzijds en evaluatie anderzijds. Vorming, ja, natuurlijk, dat bestond wel, maar vanaf het sociaal handvest werd het beschouwd als een recht en een plicht voor elke ambtenaar. 2 types vorming, verplichte vorming en facultatieve vorming. En ook een professionalisering van de vorming met, ja, u zegt, hoe was dat mogelijk? Maar dat bestond toen niet, een structuur, een vormingsdienst. Ja, dat was in het begin een vormingscel in elke gemeente. En ook een vormingsplan stond in het sociaal handvest. Daarbij heeft de regering de GSOB ingevoerd. La région bruxelloise, le gouvernement bruxellois a créé ce que vous connaissez aujourd'hui comme étant un grand bâtiment, rue Capitaine Crespel. Mais à l'époque, il y avait 2 personnes, mais c'est en janvier 1994 que l'ERAP, l'École régionale d'administration publique, a été créée. Autre grande nouveauté, l'évaluation du personnel qui s'est inscrite dans la charte sociale au début des années 90, dont on parle aujourd'hui comme étant une nouveauté, mais là aussi, elle était inscrite depuis longtemps. Et enfin, dernier principe que je mentionnerai, la promotion à l'essai, bevordering op proef. Alors, je vais faire un grand saut dans le temps, parce que la 5e réforme est arrivée, et donc les pouvoirs locaux, la région, a pu légiférer. Les compétences en matière de pouvoirs locaux ont été régionalisées. Et dès lors, ça c'était début des années 2000, la mandature 2004-2009 a planché sur un plan de gouvernance locale et a pu voter des ordonnances. Le Parlement bruxellois a pu voter des ordonnances modifiant la nouvelle loi communale. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu différentes ordonnances. La première dont on vous a déjà parlé lors des précédentes soirées, l'ordonnance du 5 mars 2009 qui a modifié la nouvelle loi communale, qui a légiféré, qui a introduit des dispositions relatives aux grades légaux, le rôle,
la possibilité d'un mandat qui n'a pas été fort généralisé, qui a introduit l'évaluation des grades légaux, et qui a aussi un petit peu professionnalisé. Là aussi, on voit une amorce de professionnalisation de la GRH par l'introduction d'un gestionnaire des ressources humaines. Pas encore un directeur des ressources humaines, mais un gestionnaire des ressources humaines, qui ne devait pas nécessairement être un responsable de niveau A, un grade obligatoire, mais quand même, il y avait déjà cette idée du gestionnaire des ressources humaines. Deuxième étape, 5 ans plus tard, nouvelle législature, 27 février 2014, nouvelle ordonnance modifiant la nouvelle loi communale. 5 ans plus tard, nous voyons apparaître un directeur des ressources humaines. Toutes les communes et tous les CPS, mais ça c'est plus tard, encore des CPS, vont avoir légalement leur directeur des ressources humaines. Là, dans cette ordonnance, les 5 niveaux, les cadres, les contingents d'emploi contractuels ont été inscrits, les descriptions de fonctions qui étaient dans la charte sociale sans force réglementaire à l'époque sont devenues également contraignantes par la voie légale, des dispositions en matière de recrutement, de promotion, de mobilité interne, de formation et d'évaluation du personnel. À partir de là, chaque agent, excepté les agents sous contrat à durée déterminée, chaque agent doit être évalué. Cela date de 2014. L'idée était en 2014 que, dans le prolongement de cette ordonnance, des arrêtés d'exécution soient pris. Mais vous savez, ce n'est pas à vous que je dois le dire, en politique, le temps est toujours un peu long. Et une mandature compte 5 ans, mais c'est toujours en fin de mandature. Et le 27 février, c'est une fin de mandature 2014. Eh bien, il était un petit peu trop tard pour sortir des arrêtés d'exécution. Et donc, des arrêtés d'exécution, eh bien, on a dû les confier à la mandature suivante, la mandature 2014-2019, qui a planché, pardonnez ma voix qui part, mais j'ai quelques virus qui m'ont atteint et qui m'empêchent je n'ai pas cette voix de crapaud d'habitude, mais ça va aller. Mes collègues ici vont bientôt prendre la relève. Vous n'êtes pas contaminé encore. Le 4 mai 2017 ont été publiés 4 arrêtés qui ont permis de fixer des arrêtés d'exécution en matière, d'une part, de niveau, de rang et de grade. On en reparlera. Un arrêté portant sur le recrutement, la promotion et la mobilité interne. Un arrêté fixant les modalités de l'évaluation. Donc l'évaluation, ok, elle est obligatoire, c'était dans l'ordonnance, mais les modalités, qui évaluent, quand, qui est évalué, quels entretiens, quelles conséquences, quelles mentions, tout ça est écrit dans l'évaluation. Un arrêté portant sur la formation du personnel et un arrêté sur les échelles barémiques. Mais cet arrêté-là, il est un peu resté en suspens, puisque la volonté, l'ambition était d'avoir de nouvelles échelles barémiques, mais on n'y est pas encore, et probablement ça va encore prendre un peu de temps. Alors vous me direz, et les CPAS ? Eh bien, les CPAS, il a fallu attendre une ordonnance un peu plus tard, de 2019, l'ordonnance du 14 mars 2019, qui a introduit aussi le directeur des ressources humaines. Il est arrivé 5 ans plus tard, mais il est là. Et je rappellerai l'article 42 de la loi organique de 1976 des CPAS, qui précise que le personnel du Centre public d'action sociale bénéficie des mêmes statuts administratifs et pécuniaires. Donc tout ce qui se trouve dans les arrêtés concerne aussi les CPAS, administratifs et pécuniaires. À préciser quand même que ceci concerne les statuts administratifs et pécuniaires, mais pas les règlements de travail. Donc c'est une petite nuance
importante à apporter. Voilà pour cette petite introduction historique. Alors revenons à aujourd'hui. Vandaag, ja, wie zijn de medewerkers van de gemeente en de OCMW? Dirk, ik geloof dat we daar een algemeen overzicht over gaan maken. Dus misschien een commentaar over het profiel? Donc, en effet, donc, on m'entend, oui. Donc, avant de parler sur les rôles et les enjeux du domaine RH, c'est bien de savoir de qui on parle, combien nous sommes dans la commune CPS. Et donc, ik heb een bron genomen, BPL, donc pouvoir locaux, l'administration pouvoir locaux de la région. Donc, sur les derniers chiffres publiés sur leur site, c'est donc de juin 2022, on est 25, mais bon, voilà, ils sont aujourd'hui en juin 2022. Et donc, pour les communes ensemble, 19 communes, on est quand même à 18 000 équivalents temps plein. Donc, c'est peut-être 20 000 personnes, donc on compte toujours en équivalent temps plein à 100%. Et dans le CPS, à 7 200, donc ça fait plus ou moins 25 000 personnes quand même qui travaillent dans les 19 communes et CPS de la région. Pour comparer par exemple avec la STIP aujourd'hui compte plus ou moins 11 000 personnes. La région elle-même compte plus ou moins 11 000 personnes actuellement également. Donc on est quand même une très grande administration, le double de la STIP, qui est une très belle entreprise, grande entreprise, een groot bedrijf, efficiënt bedrijf ook. Maar dus de gemeente is zeer belangrijk voor de bevolking. Er zijn 25.000 ambtenaren, contractueel statutair. Het statuut is normaal de regel in de gemeentewet. Normaal zijn alle ambtenaren historisch gesproken Belgisch, federaal, gewestelijk, communautaire en lokaal ook, statutaire ambtenaren. Maintenant, la réalité est différente. On voit quand même au CPS, on n'a que 20% statutaires et 80% des contractuels. Et dans la commune, aujourd'hui, 37% statutaires et 63% des contractuels. C'est partout. C'est aussi le cas en Wallonie, c'est aussi le cas en Flandre. Donc, toujours avec un quart plus ou moins en moyenne statutaire et 3/4 de contractuels. Et c'est une évolution depuis des dizaines d'années qu'il a de moins en moins statutaire et de plus en plus de contractuels, soit parce que les gens à Bruxelles n'ont pas laissé leur requis, soit c'est un choix politique de ne pas statutariser tout le monde non plus dans les communes. J'ai parlé de 25 000 personnes, c'est en dehors des gens qui travaillent comme article 60 dans le CPS, c'est quand même déjà aussi quelques milliers de personnes pour les 19 CPS. En dehors de structures communales, comme une ASBL, communale par exemple, chez nous c'est les gardiens de la paix sont d'une ASBL, les Bernais Bruxelles sont d'une ASBL, donc ceux ne sont pas dans les 25 000 personnes équivalent temps plein, et non plus le personnel d'enseignement subventionné. Donc les enseignants qui sont dans plusieurs communes, la plupart des communes, chez nous à la ville c'est quand même plus que 4 000 personnes en plus qui sont enseignants, donc ils ne sont pas comptés dans les 25 000 personnes. Donc c'est vraiment une grosse boîte, une grosse machine, les pouvoirs locaux en région bruxelloise. Oui, alors dan hebben we ook dus de verdeling per niveaus. Daar hebben we ook enkele cijfers voor, Dirk. Zoals mevrouw Lena straks zei, dus we hebben 5 niveaus. Niveau A is universitair niveau. In de gemeenten is ongeveer 12% aanwezig. In de OCMW is 8% aanwezig. Niveau B, dat is een bachelorniveau, is ongeveer ook 12% aanwezig in de gemeenten. Maar veel meer in het OCMW, wat ook trouwens logisch is. Maar in de gemeente zijn er toch wel een kwart van de mensen niveau E, donc c'est le niveau en principe d'ouvriers inqualifiés, et 22% dans des ouvriers qualifiés. Donc ça veut dire dans la commune, c'est quand même 47% ici dans le graphique, plutôt des gens du niveau D et E, donc des gens plutôt en dessous du niveau CSS en théorie. Et ce qui fait une grande différence avec les ministères fédéraux et régionaux, parce que là on a beaucoup plus évidemment des gens administratifs, et donc c'est vraiment important les communes comme pôle d'emploi pour tout ce qui est ouvrier, ouvrière. Donc voilà, c'est vraiment important, et c'est la différence avec tous les autres secteurs publics quelque part qu'on connaît. Mais je pense qu'il y a un mot. Oui, alors, parce qu'on voit quand même qu'il y a au niveau des niveaux B, Grégory, on a quand même une grande différence entre les communes et les CPS. Hein. Oui, il faut vraiment remarquer ça et en tenir compte. Il y a un lien d'ailleurs avec le slide précédent sur les nominations. Il y a 2 cœurs de métier dans les CPS, les travailleurs sociaux, par définition des travailleurs B. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les CPS ont une maison de repos. Et là, le personnel est aussi essentiellement du personnel du niveau B. Ce sont les infirmières, des kinés, des ergots, des logos. Et donc, les exigences sont telles que c'est du personnel de niveau B. Il faut avoir ça en tête.
On peut déjà, d'ailleurs, vous avez suivi l'actualité, voir que sans rien faire, le personnel de niveau A va augmenter puisque la communauté française et la communauté flamande se sont mises d'accord. À l'avenir, les kinés, il sera des études en 5 ans et donc ils vont devenir des niveaux A. Voilà, ça a au moins le mérite de rendre quelqu'un heureux, c'est parfait. Et donc, ben voilà, fantastique. Mais donc, tenez compte de cette réalité. Les CPS font la moitié de leur personnel avec les B et les E, parce que si vous décidez, en ayant comme vision que la commune de faire une mesure qui touche les B, et vu l'article 42, cette mesure pécuniaire devrait aussi s'appliquer aux CPS, sachez que l'enjeu des B au CPS est beaucoup plus grand que l'enjeu des B à l'administration communale. Voilà. Ok. Alors, dan hebben we nog de verdeling man-vrouw. Là, très rapide. Donc, en effet, c'est une des statistiques. Je n'ai pas tout mis sur le slide, évidemment, mais pour dire que c'est assez équilibré. Donc, on voit quand même pour la commune, c'est vraiment 50-50 au niveau des présences hommes et femmes dans l'administration communale. Dans le CPS, c'est 30% des hommes et 70% des femmes. Même au niveau hiérarchique, on voit quand même, c'est le dessin en bas, le graphique en bas. Donc le rang A5 qui est vraiment déjà le chef de service quelque part dans la commune CPS, donc vraiment des gens déjà assez gradés. Là, on voit quand même aussi que c'est 50-50 plus ou moins entre hommes et femmes. Donc ça veut dire qu'on a quand même une égalité des chances dans les hiérarchies sur base du genre. Donc voilà, donc on peut en parler par après parce qu'on parlera de la diversité par après aussi. Mais c'est quand même bien équilibré et donc c'est vraiment très, très positif sur ce plan-là en tout cas. Il y a un dernier slide. Et j'ajoute que c'est sans quota, sans imposition de quota pour Tout à cette fait. répartition hommes-femmes. Donc, Un dernier slide, c'est vraiment pour information. Simplement, donc 2/3 habitent tant dans les communes au CPS à la région bruxelloise et 1/3 habitent en dehors. Si on compare avec une administration régionale ou fédérale, surtout même régionale, c'est plutôt 50-50. Donc 50% à la région n'habitent pas à la région, et donc voilà, en Flandre, en Wallonie. Ici, on est quand même avec 2/3 des gens qui habitent la région. Ça veut dire une meilleure, pour moi en tout cas, implication, connaissance du terrain aussi, et donc c'est quand même un avantage, et c'est quand même profitable aux politiques aussi, qui sont des gens de la région qui travaillent pour la région, pour leur commune. Merci, merci Dirk pour tous ces chiffres. Alors, je le disais tout à l'heure, maintenant qu'on voit un petit peu de qui il s'agit, les membres des équipes, eh bien, il faut les gérer, il faut encadrer, il faut motiver, et tout ça, c'est une responsabilité partagée. Alors, qui s'occupe de la gestion du personnel? Alors, bien sûr, vous. D'abord, l'autorité politique, le conseil, les conseils d'action sociale, les conseils communaux, les collèges, les bureaux permanents. D'une part, le tandem secrétaire communal ou général et direction des ressources humaines. Et puis aussi les lignes hiérarchiques, à commencer par le comité de direction. Alors, on va les reprendre peut-être un par un. Je vais peut-être demander aux deux secrétaires bien de présenter les compétences un peu et aussi les rôles au-delà des compétences légales, de présenter les rôles d'abord du conseil et puis du collège. Voilà, ça va aller très rapide. Donc, c'est le grand principe général, en fait. Le conseil communal, évidemment, est compétent pour tout ce qui est réglementaire. Ça veut dire le conseil communal fixe le statut des agents pécuniaires administratifs, fixe aussi les cadres organiques des départements, des services, et fixe aussi le règlement de travail, par exemple. Donc, tout ce qui est réglementaire, c'est par définition le conseil communal qui décide. À part cela, toutes les nominations niveau A sont aussi prévues dans la loi communale, que ça passe au conseil. Donc, les autres niveaux B, C, D, E, c'est au niveau du collège. Et dernièrement, tout ce qui est disciplinaire, certaines sanctions disciplinaires passent aussi au conseil. Évidemment, les plus graves, comme la démission, par exemple, ou une rétrogradation, donc en donnant un grade plus bas que la personne avait. Donc, ces deux-là passent, notamment ceux deux-là, passent au conseil communal. Oui, en ce qui concerne le Conseil de l'action sociale,
à la différence de ce qu'on va voir avec le collège et le bureau permanent, les choses sont assez similaires à la commune. Notez juste que quel que soit le niveau, seul le Conseil de l'action sociale est compétent pour nommer du personnel, mais pour les contractuels, le Conseil de l'action sociale est compétent uniquement pour les niveaux A, aussi bien pour les engagés que pour les licenciés. La loi confie en effet la compétence des niveaux, l'engagement et le licenciement des contractuels de E à B inclus au bureau permanent. Alors, le collège. Voilà. Au niveau du college dus, dat is meer het individueel personeelsbeheer, dus per individu van elke agent apart. Donc gestion du personnel individuel, donc ça c'est la carrière des agents eux-mêmes, donc au niveau individuel, pas le statut, mais leur carrière appliquée, on va dire. Le recrutement, licenciement des contractuels notamment, ça passe au collège plutôt. Et aussi certaines disciplines qui sont moins lourdes que ceux qui sont décidés par le conseil. Alors ici, les différences sont plus sensibles entre le CPS et la commune. D'abord sur l'organe lui-même, on entend souvent dire que le bureau permanent c'est l'équivalent du collège au CPS, c'est absolument faux, tant dans son composition que son fonctionnement, etc. Mais également au niveau de ses compétences, et donc les compétences en matière du personnel, elles sont listées ici. Donc je vous ai dit les engagements, les licenciements du personnel contractuel du niveau E à B inclus, et puis alors la gestion du personnel de manière générale, c'est-à-dire que toutes les demandes individuelles, comme l'a dit dire que interruption de carrière, congé parental, congé d'allaitement, etc., tout ça passe au bureau permanent et fait l'objet de décisions motivées. Voilà. Et alors, messieurs, il y a vos propres rôles à vous-même. Oui. Voilà, donc au niveau du secrétaire communal, évidemment, le collège prend toutes les décisions, c'est logique quelque part aussi, et donc le secrétaire communal, ça dépend de la taille de la commune, évidemment, avec son DRH, directeur ressources humaines, fait toute la gestion quotidienne du personnel, mais évidemment, comme à la ville de Bruxelles, avec 4500 membres du personnel, c'est pas moi qui le fais. Dans la pratique, c'est évidemment un service RH, département RH, avec un directeur RH qui s'en occupe tous les jours. Je donne un exemple simplement. Le collège peut décider un licenciement d'un contractuel. Moi, je fais l'audition avant quand le collège décide. Donc voilà, donc c'est vraiment la gestion quotidienne avec notamment les contacts avec les syndicats. Ça passe aussi au niveau politique à certains moments, mais dans l'aspect journalier, c'est plutôt avec le DRH ou avec moi-même. Et alors, le secrétaire a aussi dans la loi communale le pouvoir d'avoir des sanctions disciplinaires légères. L'avertissement est donc une sanction qui peut être prononcée, décidée par le secrétaire communal. Voilà, donc que dire pour les CPS, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est la gestion au quotidien, c'est la coordination, idéalement en parfaite harmonie avec le ou la DRH. C'est tout ce qui n'est pas dans la loi aussi, tout le soft. Ça peut parfois prendre beaucoup de temps. Dire qu'à mentionner les relations avec les organisations syndicales, je rajouterais aussi un autre acteur important, le service externe de prévention et de protection. Donc, je ne sais pas qui est chez vous, Cohesio, Mensura, etc. C'est la coordination générale des services. C'est vraiment important. Parfois, simplement aussi la présence sur les lieux. Voilà. Et ça peut recouvrir vraiment beaucoup de choses. On est parfois surpris. Je suppose que ça t'est arrivé aussi de voir ce qu'on est amené à faire en gestion du personnel, les choses auxquelles personne n'avait pensé. Et voilà, on est là pour ça aussi. Voilà. Et alors, il y a les sanctions disciplinaires qui sont également les sanctions mineures, donc qui peuvent être infligées par le secrétaire général, sauf si le bureau permanent, informé de la procédure menée par le secrétaire général, décide de reprendre lui-même la gestion de la procédure. Et dans ce cas-là, le secrétaire général est dépossédé de la gestion de cette procédure. Et alors, Sylvie, le rôle de la direction des ressources... Oh là là là, je vais un peu trop vite. Le rôle de la direction des ressources humaines, cette fonction, elle a 10 ans, puisque c'est en 2014 qu'elle a été inscrite dans la loi. Et d'ailleurs, ce n'est pas encore dans toutes les administrations qu'on a un DRH ou une DRH. Exactement. Mais donc, les missions du DRH, comme Anne l'a dit, sont reprises dans la nouvelle loi communale, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et donc, elle balaie vraiment tous les aspects des ressources humaines. On a évoqué le soft RH. Donc, effectivement, c'est tout ce qui concerne le management du personnel,
la formation, l'évaluation, le recrutement du personnel, qu'il s'agisse de recruter du personnel contractuel ou d'organiser des examens de recrutement en vue d'une entrée en stage et d'une nomination. On intervient aussi dans un processus qui est vraiment très très important, et j'y reviendrai sans doute, qui est le processus d'évaluation, qui est vraiment au cœur des ressources humaines, en tout cas dans ma conception des choses, puisqu'elle reprend à la fois les descriptions de fonctions, les besoins en formation, et représente un outil de communication vraiment très très important au sein de nos administrations, mais j'y reviendrai quand on évoquera le management humain. Très important aussi, et vous êtes concerné au premier chef, la gestion prévisionnelle des effectifs. Ça, c'est évidemment un élément très très important au sein de nos administrations. De quoi est-ce qu'on a besoin maintenant pour réaliser les missions, mais aussi de quoi allons-nous avoir besoin l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, de manière à préparer au mieux la gestion des compétences et des connaissances au sein de l'administration. Donc ça, c'est évidemment un exercice qui se fait sur base annuelle, mais qui est très très important et qui est en lien direct avec la confection des budgets, et cette année particulièrement avec la confection du plan triennal. Donc là, on intervient aussi par rapport à des données chiffrées, par rapport à une expertise qu'on peut mettre à disposition des membres du comité de direction, j'y reviendrai. La gestion de la mobilité interne aussi. Vous n'êtes pas sans ignorer que les gens ont envie de changer après un certain temps. C'est tout à fait humain, c'est compréhensible, c'est parfois même souhaité. Donc la mobilité interne, quelqu'un qui veut changer de fonction, changer de département, changer d'air, apprendre de nouvelles choses, il faut pouvoir y donner une suite. Et alors, une fois par an, nous faisons un rapport au niveau du département RH sur nos activités, le bilan, les projets, auprès du conseil communal. Donc voilà. Autre acteur important, si je peux continuer, donc au niveau du comité de direction, là qui est vraiment, en tout cas pour moi, en tant que DRH, un des partenaires essentiels. J'ai oublié de mentionner plus avant que effectivement, les DRH travaillent en tandem et en étroite collaboration avec le secrétaire communal. Et ça, j'insiste parce que c'est vraiment très très important que ce soit un tandem qui fonctionne, qu'il y ait une même vision partagée sur ce qu'on veut faire au niveau ressources humaines dans l'administration. Parce que vous l'avez vu, ça a été présenté, le secrétaire communal a une responsabilité en termes de management du personnel, le DRH aussi, et donc si on n'est pas aligné par rapport à la vision des ressources humaines, c'est très compliqué d'avancer et de mettre des choses en place. Au niveau du CODIR, c'est un peu la même chose. Le comité de direction, il est là pour soutenir effectivement et mettre en œuvre les décisions qui ont été prises par vous, par les élus, le collège, mais aussi pour travailler en transversalité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est également très important au niveau RH, c'est qu'on puisse développer des choses de manière transversale à l'échelle de l'administration. Je pense que c'est important de développer le mode projet, le mode participatif pour les équipes, pour les agents, de manière à leur permettre d'évoluer, de s'épanouir. Donc, le comité de direction a vraiment, pour moi, le rôle de courroie de transmission par rapport aux décisions qui sont prises, par rapport aux projets qu'il faut mettre en œuvre. Pour ce qui me concerne, au niveau RH, effectivement, tout projet réglementaire, tout projet RH que je souhaite mettre en place, il est bien évident que si je le décide toute seule dans mon coin, ça risque de ne pas vraiment fonctionner, ou je risque de ne pas rencontrer une adhésion massive si je ne le présente pas au préalable au comité de direction, si je ne leur demande pas leurs avis. Et donc, il y a un échange tous les mois par rapport à ce qui est mis en place, par rapport au suivi des projets au niveau RH, parce que le CODIR, évidemment, avec chacun de ses représentants, a une responsabilité de diffuser et de faire partager, évidemment, les projets au niveau RH. Le plus bel exemple étant la mise en place du nouveau cycle d'évaluation. Si à un moment donné, vous n'avez pas un chef de département qui mobilise ses chefs de service et qui ne fait pas cascader l'intérêt du projet et l'importance que représente l'évaluation auprès des agents, il y a peu de chances que les entretiens d'évaluation se fassent à un moment ou à un autre. Donc,
pour moi, c'est vraiment important de les solliciter, de leur faire partager les choses et de les faire adhérer et qu'ils puissent, de leur côté, pouvoir au mieux communiquer les projets à mettre en œuvre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important de les associer. Le CODIR est vraiment un acteur essentiel pour la bonne marche des projets. Voilà. Tout à fait. C'est très, très important. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. S'agissant de personnel, évidemment, le dialogue social est tout aussi essentiel. Dirk, peut-être un mot quand même sur le statut syndical. Oui, voilà, donc c'est en effet une information très spécifique. Donc pour ceux qui ne travaillent pas eux-mêmes dans le secteur public, donc il y a vraiment un statut syndical totalement différent du secteur privé et du secteur public. Ce n'est pas spécifique pour pouvoirs locaux, c'est vraiment pour fédéral, régional, communautaire et pour pouvoirs locaux aussi. Donc c'est une loi de 74 qui définit le statut syndical pour le secteur public. Et donc ce qui est important, que les syndicats ne sont pas élus quelque part. Donc chaque syndicat qu'on connaît, donc les libéral, socialiste et chrétien, on va dire socio-chrétien, ils sont tous représentatifs, au pied d'égalité. Donc, ce n'est pas des élections sociales avec des délégués, comme à la STI, par exemple. La STI, il y a encore des élections sociales tous les 5 ans. Ce n'est pas le cas dans le secteur public pur, on va dire. Donc, ils sont tous représentatifs et sont donc présents. Au niveau des négociations, donc il y a 2 niveaux. Au niveau régional, il y a donc un comité C1 qu'on appelle, où on négocie par exemple les barèmes, ou le chèque repas, ou le deuxième pilier de pension par exemple. Donc ça, c'est au niveau comité C1 présidé par le gouvernement régional en présence des communes et syndicats. Mais c'est la région qui négocie pour les 18 communes quelque part. Au niveau local, il y a des comités de négociation pour le statut des agents locaux, parce que c'est une décision du conseil communal, et aussi pour la concertation. 2 mots simplement, c'est quoi la différence entre concertation et négociation? Pour faire simple, on négocie tout ce qui est le statut du personnel, les droits et devoirs des agents. Donc le barème évidemment, leur contrat de travail quelque part, ça se négocie. Tout ce qui est l'organisation du travail, les horaires par exemple, l'organigramme des services, ça se concerte avec les syndicats. Et là, le syndicat donne un avis positif ou négatif. Avec une négociation sur le statut, c'est logique. C'est vraiment un accord, ils sont d'accord ou pas d'accord. Un protocole d'accord, un protocole de désaccord. Donc c'est la grande différence dans le statut syndical comparé avec le privé, quelque part. Et donc chaque commune dispose d'un nombre de délégués permanents par syndicat. À la ville, c'est 2 personnes par syndicat qui sont en plein dispensés de services pour faire le travail comme syndicat. Alors nous allons aborder maintenant les quelques grands enjeux qui nous semblent importants à traiter ici. Le premier étant lié évidemment à l'attractivité. Comment rendre nos pouvoirs locaux ou maintenir l'attractivité de nos pouvoirs locaux. Car finalement, l'attractivité, elle n'est peut-être pas si problématique partout, en tout cas au niveau communal. Mais peut-être, Sylvie, d'abord, un petit détour de nouveau par la réglementation, quelques rappels importants. Oui, donc on l'a déjà mentionné, Anne, via votre introduction. Donc, pour revenir au niveau des arrêtés du 4 mai 2017, donc on a des dispositions qui sont relatives au niveau rang et grade. Alors, on l'a déjà mentionné, Dirk l'a fait, il y a plusieurs niveaux qui existent au sein de nos pouvoirs locaux, du niveau A au niveau E, donc sans rentrer dans les détails, on va du niveau master universitaire au niveau E, qui est la personne qui ne dispose d'aucun diplôme. Peut-être vous préciser qu'il y a au sein de ces 5 niveaux différents codes. Et insister sur le fait qu'une des dernières nouveautés qui a son importance par rapport à l'attractivité, c'est la création de ce qu'on a appelé un code 4, qui correspond à un code d'expert, un grade d'expert qui a été créé lors des dernières modifications réglementaires et qui avait comme objectif, qui a toujours comme objectif, d'essayer d'attirer justement de nouveaux profils. Ah, ok. Oui, donc le niveau C, c'est bien le niveau CESS.
et le niveau donc dans les 2 langues, et le niveau D étant le certificat d'enseignement secondaire du 2e degré, enseignement, ce qu'on appelait le CESI, certificat d'enseignement secondaire inférieur. Voilà. Donc je disais, le code expert a été créé avec comme objectif, effectivement, en termes d'attractivité, d'attirer les talents, d'attirer des profils nouveaux, puisque ces 10 dernières années, l'administration a énormément évolué. On a de nouvelles missions qui se sont imposées dans le désordre des acronymes assez horribles comme le RGPD, le DPO, le CISO, etc., etc. Vous découvrirez tout ça en temps utile. Mais donc, ces profils-là font appel à des connaissances et à des compétences bien spécifiques qui, soyons réalistes, nécessitent de mettre un petit peu plus d'argent sur la table pour attirer ce type de profil. D'où l'idée de créer ce code expert, et aussi en interne pour permettre à des collaborateurs qui n'ont pas forcément la fibre managériale, tout le monde ne peut pas ou n'a pas forcément envie de devenir manager ou être dans une fonction d'encadrement. Donc le code d'expert permet à cet égard de leur permettre d'avoir une évolution de carrière. Donc code 4 expert, code 5, Anne l'a déjà mentionné, ce sont les managers, toutes les fonctions qui sont des fonctions d'encadrement dans quelques niveaux que vous pouvez vous trouver. J'ajoute en fait, j'ajoute qu'à côté de chaque niveau A, B, C, D, E correspondent des niveaux de diplôme, et derrière ça, vous avez évidemment tout un développement barémique avec des échelles. Donc typiquement, dans l'administration, on peut dire qu'à diplôme équivalent, on a une rémunération équivalente. Donc c'est le principe du fonctionnement en barème. Dernière chose à vous signaler, c'est qu'il y a également des conditions de recrutement et de promotion qui sont fixées réglementairement dans chaque administration, deux types de fonctionnement. Ce qu'on appelle le recrutement, donc c'est j'organise un recrutement de juristes, je fais une publication, donc n'importe lequel d'entre vous qui a envie de devenir juriste à la commune d'Uccle postule. Il faut être dans les conditions évidemment de diplôme, les conditions linguistiques, ce que Dirk a appelé le CELOR tout à l'heure, donc il faut avoir un minimum de connaissances de l'autre langue nationale. Et là, vous pouvez participer à une série d'épreuves et vous pouvez alors être admis au stage avec une période d'essai, entre guillemets, qui s'appelle le stage, avant d'être nommé et de devenir alors un fonctionnaire statutaire. Ça, c'est une première voie. Et alors, vous avez ce qu'on appelle la promotion, qui sont alors les possibilités que vous avez de passer des examens et d'évoluer dans votre carrière une fois que vous avez obtenu votre nomination. Donc, en clair, les contractuels ne passent pas par la promotion. La promotion concerne uniquement les agents statutaires, donc environ 1/3 de notre personnel. Voilà ce que je pouvais en dire. Alors, s'agissant d'attractivité, je pense qu'il y a un petit souci aussi du côté des CPAS, en tout cas pour certaines catégories de personnel. Oui, malheureusement, toujours pour nos cœurs de métier. Donc, les CPS auront pas mal de spécificités, mais ils en ont une dont il se passerait bien. C'est que, je vous ai dit tout à l'heure, les travailleurs sociaux et les infirmières sont vraiment des fonctions essentielles, cruciales dans notre organisation, dans nos missions. Malheureusement, ce sont 2 fonctions, vous le savez sans doute, qui sont légalement en pénurie. Et donc là, on doit vraiment faire preuve de beaucoup d'imagination pour dire aux infirmières venez plutôt travailler chez nous plutôt qu'ailleurs, et pour dire aux travailleurs sociaux venez plutôt travailler chez nous plutôt que dans une mutuelle, un hôpital ou que sais-je encore. Les 2 professions ont l'une comme l'autre énormément de débouchés possibles et il y a vraiment pour l'instant, j'entends que certains hôpitaux maintenant se mettent à offrir des voitures de société à des infirmières. Il y a 5 ans, personne n'aurait imaginé ça. On ne pourra jamais suivre, mais il y a d'autres pistes que simplement les barèmes et pour pouvoir être attrayant, je pense qu'on doit dire. C'est attractif et du mauvais français. C'est un peu de l'anglais. Voilà, c'est attrayant. Voilà. Een tweede thema is de kwestie van diversiteit. Er is een regelgeving in zaken diversiteit, maar ook diversiteitsplannen, Dirk.
Voilà, bon, diversité, évidemment, c'est un sujet qui est très large et qu'on peut discuter de plein de choses. Je veux simplement donner une information sur le plan de diversité qu'on doit faire, en principe, chaque commune et chaque CPS, je suppose aussi, CPS aussi. Et donc, ici est prévu dans une ordonnance de la région de 2008 qui impose donc toutes les communes de faire une plan de diversité c'était tous les 2 ans, mais non, c'est tous les 3 ans, parce que ça a été changé dans une ordonnance de 24, donc maintenant c'est tous les 3 ans. Et avant, on avait des subsides pour recruter des personnes dans certaines zones de la ville. Donc, c'était l'ordonnance Mandran, qui est mieux connue comme l'ordonnance Mandran, qui a été remplacée maintenant par une autre ordonnance. Et donc, chaque commune peut être subventionnée maintenant pour avoir un manager diversité. Donc, on peut avoir, dans notre cas de figure, c'est 80 000 €, je pense, pour la ville de Bruxelles, pour recruter, engager quelqu'un temps plein pour manager diversité. Donc, ça, c'est une nouvelle ordonnance qui est sortie en 2024. Alors, sur le contenu de plan diversité, donc, la loi prévoit donc 6 publics cibles, de 6 doelgroepen. Te beginnen mensen met een andere nationaliteit qua origine. Niet over de huidige nationaliteit, maar meer de origine van de persoon. Mensen zonder diploma hoger secundair onderwijs, dus niveau D en E in principe. Jonge mensen, minder dan 26 jaar. Oudere mensen, een beetje relatief, 45 jaar vind ik nog altijd jong, maar bon, dus men zegt ouder dan 45 jaar is ook een doelgroep. En dan ook uiteraard mensen met een handicap. Et donc l'objectif dans l'ordonnance est que par la région, donc imposé par la région, c'est que chaque commune, CPS, est supposée d'avoir 2% de son ETP, de son personnel ayant un handicap, donc reconnu comme une personne avec un handicap. Et donc, quelques exemples d'actions à la ville de Bruxelles, parce que bon, chacun travaille avec ses moyens qu'il a. Donc, au niveau de recrutement, nous, on a beaucoup de jeunes via Actiris, notamment avec des statuts différents, via les écoles, les CFA, donc c'est des gens étudiants mi-temps, travailleurs. On a le stage First, le First qui vient de Actiris également. À la ville, on a comme chaque année 150 étudiants qu'on accueille pour leur stage d'étudiants, plus ou moins. On recrute nous-mêmes via nos écoles. On a des écoles qui forment des péricultrices, donc on recrute des péricultrices via nos propres écoles. Et les commissions de sélection pour le recrutement et la promotion sont toujours obligatoirement mixtes hommes-femmes, par exemple. Comme je disais tantôt, hommes-femmes, c'est quand même pas mal, c'est 50-50 à chaque échelon dans la commune ICPS. Pour la diversité, on fait beaucoup de formations, donc notamment chef d'équipe d'ouvriers, on donne des formations en diversité spécifique parce qu'ils ont un public très spécifique et souvent pas toujours divers non plus. On a fait, nous, à la ville, une enquête via UNIA, qui est donc connue, et donc on a remarqué en 2019 déjà que plus que 50% des personnes de la ville avaient une origine, en tout cas, origine non belge. Donc c'est une définition qui sont officielles au niveau de la Belgique, qu'on peut demander, ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte 1 000 €, je pense, pour faire l'enquête, plus ou moins. Et donc on a fait aussi pris une mesure pour les métiers pénibles, comme des gens qui travaillent dans le nettoyage, par exemple. Une fois à un certain âge, je pense que c'est 60 ans ou 55 ans, ils peuvent travailler à 4/5, donc 80% du temps, avec maintien de salaire à 100%. Donc c'est une mesure pour alléger le travail pour les petits pénibles, pour rester actifs jusqu'à l'âge de la pension. Voilà, ça c'est donc pour le plan de diversité dans la commune, que chaque commune est supposée de faire tous les 3 ans. Alors, les thèmes se suivent et ne se ressemblent pas, mais il faut aussi parler du nerf de la guerre, du financement des ressources humaines, et en particulier, nous avons choisi quand même de vous parler de la problématique des pensions. Et c'est encore dire que voilà, qui va assumer cette lourde tâche. Contacter mon syndicat, je pense, parce que cette lourde tâche, c'est pour toi, Dirk. Donc, contexte général, le coût du personnel représente plus ou moins 40% d'un budget ordinaire des communes. Donc, pour toutes les communes confondues, de 19 communes, évidemment, ça varie entre 35% et 45%, mais en moyenne. Donc, les communes bruxelloises, si c'est sur l'année 2023, je pense, dans les comptes fin 3, dépensent 38% de leur budget ordinaire va au salaire des gens des communes, de la commune. En plus de ça, il y a encore 6% de budget ordinaire en moyenne, à nouveau, pour les pensionnés. Ce qui est très spécifique, et ça c'est vraiment important pour bien retenir en tant que conseiller communal, parce que ça revient chaque fois au niveau qu'on discute sur le budget, c'est que la pension statutaire est payée par la commune eux-mêmes. Dans un fonds, je ne vais pas aller dans le détail, mais il n'y a pas d'intervention du fédéral. Quand on travaille dans le privé,
on travaille dans un ministère fédéral, on travaille dans un SPRB au niveau régional, une grande partie est payée par le fédéral, par le tour de pension, des Zuidertoren, que tout le monde connaît. Et donc, ce n'est pas le cas pour les gens qui travaillent dans le pouvoir locaux. Au niveau belge, c'est aussi en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles. Donc, ce qui est très spécifique, que l'employeur public local est vraiment responsabilisé 100% pour payer 100% des gens qui sont pensionnés, qui sont statutaires. Et donc, c'est une discrimination qui n'est pas correcte et qui met les communes en difficulté de plus en plus. Pourquoi? C'est le slide, c'est pas le slide suivant, mais donc là, le dessin à droite. Ça veut dire qu'on paye, si on paye aujourd'hui, moi je suis statutaire, tout le monde ici est statutaire, je suppose, mes collègues aussi, on paye des cotisations, enfin l'employeur plutôt, paye des cotisations assez élevées pour les pensionnés d'aujourd'hui. On ne paye pas de cotisation pour notre pension à nous dans le futur, mais on paye pour les pensionnés d'aujourd'hui. C'est donc la solidarité entre générations quelque part. Et comme vous voyez sur le dessin à droite, c'est le slide précédent, désolé, vous voyez qu'il y a autant de gens actifs statutaires que de pensionnés statutaires. Donc c'est 1 sur 1 presque. Donc ça veut dire que si le pensionné nous coûte 100 000 euros par exemple, il faut qu'on contribue 100 000 euros en tant qu'actif. En tout cas l'employeur, donc les communes et CPS. Et parce que le fédéral ne paye pas. Ce qui est vraiment un grand problème, et c'est un grand problème budgétaire pour toutes les communes. Et donc, l'autre slide démontre simplement que le coût des pensions statutaires a augmenté énormément sur 10 ans de temps. Donc, c'était un coût pour la Belgique, je parle à nouveau. Non, pour la région bruxelloise, je me trompe. Donc, ça coûtait 330 millions d'euros en 2019. Et ça coûterait 540 millions d'euros en 2028 déjà. Donc une croissance de 60%, divisé par 12, c'est donc 6% par année moyenne. Et la cotisation qu'on paye de base n'augmente pas tellement, donc le déficit est plus grand. Et le gouvernement, il y a quelques années, a inventé, à juste titre, quelque part, une prime de responsabilisation. On parle souvent au conseil communal au moment qu'on discute sur le budget. Et donc c'est une croissance énorme. Donc en 24, on a payé 124 millions d'euros en cotisation en prime Respo, ce qu'on dit prime Respo, et ça va augmenter avec 100 millions d'ici 4 ans déjà. Donc c'est un coût énorme qui va augmenter encore les années qui viennent, ça ne va pas diminuer. Et donc, tant le gouvernement fédéral a prévu des mesures pour toutes les communes en Belgique, et la région bruxelloise, malheureusement, son gouvernement devrait aussi faire des choses, mais ce n'est pas le cas parce qu'on n'a pas de gouvernement, comme vous le savez tous. Voilà. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'on doit nous-mêmes payer les pensions de statutaires, ça coûte un pont, et il n'y a pas de solution à ce jour-ci, sauf payer. Bon, heureusement que les organisateurs ont interdit l'échange et l'interactivité, hein, parce que sinon là on était mal. Mais bon, voilà, on pourra en parler. On pourra évidemment en parler tout à l'heure. Et comme ça a été dit aussi de réagir via le site. Alors on va clôturer le temps, l'heure tourne. Hein, on va clôturer cette session sur une autre note, sur ce qu'on appelle le soft RH, d'autant plus important que les temps sont difficiles et que les temps risquent d'être à l'avenir encore plus durs. Et nous voudrions évoquer quelques points d'attention, en particulier Sylvie, voilà, je te laisse la parole sur ce thème. Oui, donc comme Anne l'a évoqué, vous aurez compris qu'en 10 ans, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts en matière de ressources humaines et que si on a démarré avec une conception que je pourrais résumer par la bonne personne à la bonne place, hein, avoir le bon profil, les bonnes compétences au bon endroit pour garantir l'exécution des missions, avec la mise en place d'une réelle politique de gestion des ressources humaines au niveau de la région, que ce soit au travers de la création on en a parlé, de la fonction de directeur des ressources humaines et différents outils via les arrêtés du gouvernement régional. Au jour d'aujourd'hui, 10 ans plus tard, il faut vraiment tenir compte, et là j'insiste parce que je m'adresse à vous et je tiens à remercier les organisateurs de cette journée parce que c'est pas tous les jours qu'on peut parler directement à des élus locaux, et vous avez là aussi un rôle très important à jouer, puisque à chaque niveau, on va devoir tenir compte, Anne l'a dit, des évolutions de la société. Je ne vais pas vous faire l'article sur les différences de génération, la Z, les millennials, ceux qui vont arriver, ceux qui sont nés avec un
un smartphone au bout des doigts. Il n'y a pas que ceux-là. Il y a, de manière générale, les gens ne sont plus à la recherche uniquement d'un salaire au travers du travail. Ils ont besoin d'autres choses. Et on doit absolument en tenir compte au travers des politiques qu'on souhaite mener. Donc, tenir compte des évolutions, des nouvelles attentes, des nouveaux besoins. Ce n'est pas uniquement un salaire. On veut être nourri, on veut être motivé, on veut s'épanouir au travail, on veut surtout développer ses compétences. Et donc, la personne ne doit plus simplement être perçue comme, je dirais, un paquet de compétences, mais plutôt comme un potentiel. Et on l'a déjà bien traduit au niveau des procédures de sélection et de recrutement. Donc on ne cherche pas forcément une expertise, on cherche aussi un potentiel. Parce que j'ai parlé de gestion prévisionnelle des effectifs, il faut aussi pouvoir anticiper sur le fait que la personne, au bout de 2-3 ans, et encore là je suis généreuse, c'est déjà une longue période, elle va avoir envie d'autre chose. Elle va avoir envie de bouger de service, d'apprendre. Ça c'est vraiment le leitmotiv de tous les collaborateurs qu'on recrute pour l'instant, c'est la volonté de s'épanouir, la volonté d'apprendre, la volonté d'avoir de l'autonomie, des responsabilités aussi, mais tout en étant dans un cadre bien spécifique. Et là, je pense que nos administrations sont attractives à cet égard. C'est des choses qu'on peut offrir. Il ne faut pas être trop modeste non plus. On offre des packages qui sont de plus en plus intéressants, notamment, et merci le Covid, avec l'instauration accélérée du télétravail. Les administrations locales, alors on est évidemment loin des gros SPF avec 3 jours par semaine, mais je pense qu'en tant que pouvoir local, moi personnellement, je ne suis pas pour. Je trouve que c'est trop. On est quand même un service public de proximité. Donc, un jour en mode structurel, c'est déjà sympa. Mais donc, on a un second pilier de pension pour le personnel contractuel qui a été mis en place aussi il n'y a pas tellement longtemps. Donc, on a quand même un certain nombre d'avantages. Je ne vais pas vous parler de congés parce que ça, je sais que vous n'aimez pas en tant qu'élu local. Vous aimez bien que le personnel soit à disposition, mais ça fait partie des réalités. C'est une réalité, et donc on a de plus en plus de personnes qui viennent du secteur privé, qui ont envie de retrouver un équilibre vie privée, vie professionnelle. Et à cet égard, on peut leur offrir, mais pas que. Il faut vraiment mettre en place ce qu'on appelle le management humain, donc c'est-à-dire être à l'écoute de ses potentiels et pouvoir nourrir les collaborateurs qui intègrent nos administrations, parce que sans eux, si au niveau du CPS, il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus d'aides-soignantes, je pense qu'on va être dans l'embarras et dans de grosses difficultés. Et donc, il faut vraiment investir sur ce capital humain. Si tu le permets, juste... Oui, je t'en prie. Pour l'attirer et surtout pour le garder aussi, parce qu'il y a un gros enjeu de rétention des talents avec les nouveaux collaborateurs. Un tout petit exemple pour attirer, dans le slide précédent, on parlait des changements de la société, etc., les valeurs, l'éthique, etc. Je peux vous dire que d'expérience, on a fait labelliser le CPS de Woluwe-Saint-Lambert entreprise écodynamique. On affiche ce label sur les annonces de recrutement. Et on a déjà eu plusieurs candidats, quand on interroge toujours les candidats sur qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à cette annonce-là plutôt qu'à une autre, etc. Et je vous garantis que ça n'est pas rare que certains travailleurs, quel que soit le domaine, nous disent « Ah oui, mais là, ça ne m'est pas insensible. Cette labellisation entreprise écodynamique, ça veut dire quelque chose et c'est plutôt pour ça que j'ai envie de travailler plutôt que pour autre chose. » Rajouter aussi l'importance du cadre de travail. Je pense que dire qu'à la région, vous avez déménagé dans de nouveaux bâtiments. À Uccle, on a rénové un bâtiment qui est absolument magnifique et hyper technologique, en plus d'être durable. Donc ça aussi, quand on reçoit un candidat dans un cadre de travail qui est agréable, lumineux, ça peut aussi faire la différence chez certaines personnes. Donc je le disais, chaque acteur, tous ceux qu'on vous a présentés ce soir, ainsi que vous, a son rôle à jouer dans cette dynamique. Et donc, à votre niveau, qu'est-ce qu'on peut vous demander ? C'est de soutenir l'administration et ses différents acteurs dans la mise en place de ce management humain.
Ça doit être parmi vos priorités, une de vos priorités, hein, le personnel et les différents agents. D'autant qu'on l'a dit, hein, et vous êtes bien passé pour savoir qu'on va devoir faire un petit peu plus avec sans doute un peu, voire beaucoup en moins. Donc ça veut dire que les équipes vont être sursollicitées. Je le disais, il y a des missions qui se sont ajoutées ces dernières années. Donc il ne faut pas négliger le fait que voilà, il y a de la pression aussi chez les fonctionnaires des pouvoirs locaux. Et donc, ça passe par accorder de la confiance, de l'autonomie, des responsabilités. Faites confiance grâce aux chefs de département, aux différents acteurs, aux membres du comité de direction, et investissez dans la motivation et l'épanouissement du personnel. Ça passe pas forcément par des moyens mirobolants, mais voilà, la confiance et l'autonomie, ça peut donner de très bons résultats, je le disais, pour attirer, mais retenir aussi les talents. Et ils sont très, très nombreux dans nos administrations. Moi, je suis très, très fière de travailler dans une administration locale après avoir fait un bout de carrière au fédéral. Le fédéral, c'est très, très bien, mais le local, c'est pas mal non plus. Voilà. Donc, ne soyons pas trop modestes. Non, absolument. Je trouve que c'est une très jolie conclusion parce qu'effectivement, je vous disais tout à l'heure que j'ai fait ce parcours de plus de 30 ans, notamment au sein des pouvoirs locaux, bruxellois. Je peux vous assurer qu'il y a effectivement beaucoup de motivation. Il y a effectivement beaucoup de talents aussi. Nous les formons, nous écoutons tous ceux qui sont dans les bureaux, qui sont sur le terrain de vos communes, de vos CPAS. Nous les voyons, nous parlons avec eux. Cette fonction d'encadrement qu'on vient d'évoquer, cette fonction d'encadrement qui a voulu être valorisée dès la charte sociale, eh bien, cette fonction d'encadrement aujourd'hui est très difficile. Il est difficile d'être responsable d'équipe. À longueur de formation, j'entends les responsables d'équipe qui nous confient leurs difficultés, qui nous confient les problèmes dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ils ont besoin de votre soutien. Ils ont besoin du soutien de leurs autorités. C'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, apparaît de manière flagrante. Il y a un terme, peut-être avant que ma voix disparaisse, parce qu'une fois que je parle trop, ça ne va plus, que je voudrais quand même, sur lequel je voudrais insister, c'est le terme de reconnaissance. Il est extrêmement important que aussi bien les lignes hiérarchiques soient reconnues que les travailleurs, les membres des équipes, on leur donne de la reconnaissance, de la confiance et également de la reconnaissance. Votre rôle là-dedans est essentiel. S'il y a un message que moi, personnellement, je souhaiterais vous partager, c'est celui-là. Le rôle de nos autorités politiques dans nos communes, dans nos CPAS, est extrêmement important pour celles et ceux qui y travaillent. Votre rôle, vous le concevez évidemment comme étant un rôle politique au service de la cité, et c'est bien sûr pour cela qu'on vous a élu, bien évidemment, mais auprès de ceux qui doivent accomplir ces politiques, qui doivent œuvrer à ces politiques, votre rôle est essentiel également. Voilà, je voudrais remercier très chaleureusement les 3 intervenants et bien sûr vous remercier à vous pour toute votre attention. Merci beaucoup. Thank you.